Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape de cette UT4M 180 Challenge et aujourd'hui, direction le Taillefer. Alors je vais pas vous représenter la course chaque jour, hein. Je vous conseille évidemment d'avoir vu la première étape juste avant celle-ci dans laquelle je détaille un peu cette course et ce format. Je vous la mets juste ici autour de ma tête. Vous pourrez voir aussi comment ça s'est passé hier et dans quel état j'arrive aujourd'hui pour cette seconde étape. Hier donc Vercors qui s'est bien passé, je pense avoir bien géré ma course. Pour plus de détails, regardez la vidéo. Et donc aujourd'hui Taillefer, plus long, 50 bornes, c'est le massif que je connais le moins des 4 puisque j'y suis tout simplement jamais venu, donc hâte de le découvrir. Il est 6 h du matin, on va prendre la navette direction Vif, le village d'arrivée d'hier, et on repart à 8 h direction Riou-Pérou pour 52 km et 3420 D+ annoncés. A noter que 2 km ont été rajoutés à cause de travaux sur la première section, donc c'est gratuit, on prend. Allez, il est 7 h 30, départ dans une demi-heure, là on est arrivé à Vif. C'est compliqué pour moi ce matin, je vous explique après. Juste un petit mot sur Vif d'abord, qui est un village chargé d'histoire, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et notamment comme Saint-Nizier-du-Moucherotte dont j'ai parlé dans la vidéo d'hier, une place qui a vu s'affronter au cours de la Seconde Guerre mondiale les maquisards de l'Isère et les occupants italiens puis allemands. Donc des résistants et des juifs se cachaient notamment à Vif jusqu'à la libération de la ville en 1944, en août 1944. Et un autre site d'intérêt ici, c'est le musée Champollion, qui est situé en fait sur l'ancienne demeure de l'aîné des deux frères. Les Champollion, pour ceux qui ne les connaissent pas, et notamment le plus jeune des deux, Jean-François, si ma mémoire est bonne, sont en fait connus pour leurs travaux en archéologie et surtout en égyptologie. Champollion le jeune étant même considéré comme le père de l'égyptologie, parce que ça a été le premier à réussir à déchiffrer les hiéroglyphes. Voilà, bon je vais pas aller visiter le musée ce matin, mais je vous cache pas que ça me donne une raison autre que la montagne de revenir ici. Bon, je disais que c'était compliqué pour moi ce matin parce que même si la course d'hier s'est très bien passée, j'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit. J'ai fait une nuit très courte et j'ai beaucoup de nausées depuis un petit peu avant de prendre la navette. Dans la navette c'était très compliqué, là j'ai essayé de me poser pour me reposer, pour dormir un peu par terre, mais grosse nausée aussi. Je sens que déjà que je vais avoir du mal à avaler des trucs sur la course. Niveau nausées et vomissements, ça s'est très bien passé hier, hein. J'ai super bien géré mon hydratation et mon alimentation. Pendant la course, j'avais aucun problème. Là, c'est vraiment la fatigue de ce matin qui fait que je suis hyper nauséeux. J'ai même froid presque alors qu'il fait chaud et il va faire chaud. Enfin bon, voilà, on verra, peut-être que ça ira mieux une fois parti. Mais l'avant-course est très mauvaise ce matin. On va partir doucement et puis on verra. Il y a le temps de toute façon. Allez, je vous retrouve sur la ligne de départ. En attendant, je vous laisse avec la suite de la partie engagée sur ce 6e rapport du GIEC. On reprend donc là où on s'était arrêté dans la vidéo du Vercors, toujours dans ce premier rapport du groupe 1, lui-même divisé en 4 parties, et nous allions justement passer à la seconde. Celle-ci, intitulée Possible Climate Futures, nous donne des scénarios, des modèles climatiques et des projections pour le futur.
Ici, on a 5 scénarios dépendant de 5 trajectoires socio-économiques différentes en lien avec les choix politiques qui sont et seront faits. On voit donc différentes courbes d'émissions de gaz à effet de serre en fonction du temps et différents scénarios de réchauffement d'environ plus 1,5 degré à plus 4,5 degrés. Spoiler, les courbes les plus basses et donc les meilleurs scénarios ne sont déjà plus tenables puisque nous n'avons pas réduit drastiquement nos émissions depuis la publication du rapport. On l'a vu la dernière fois, mais les 1,5 degrés de réchauffement global seront dépassés, c'est maintenant une certitude. Pour vous donner une idée, actuellement nous suivons plutôt le 3e scénario, celui en jaune, puisque nos efforts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sont très insuffisants. La température de surface de la planète continuera d'augmenter au moins jusqu'au milieu du siècle, selon tous les scénarios d'émissions considérés. Le réchauffement climatique dépassera 1,5 degré et 2 degrés au cours du XXIe siècle, à moins que des réductions importantes des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre ne soient réalisées au cours des prochaines décennies. Pareil, là, pour la dernière partie de la phrase, petite mise à jour, il n'y a plus de doute quant au franchissement des 1,5 degrés et honnêtement quasiment des 2 degrés à cause de notre inaction. Ici, vous avez un tableau récapitulatif des augmentations de température estimées à court, moyen et long terme selon les 5 scénarios évoqués juste avant. Celui sur lequel nous sommes actuellement correspond à peu près à la 3e ligne, donc une augmentation de la température à la fin du siècle estimée entre plus 2,1 et plus 3,5 degrés, avec l'estimation la plus probable à plus 2,7 degrés. Ne minimisez pas ce chiffre, c'est tout simplement catastrophique. De nombreux changements du système climatique s'amplifient en relation directe avec l'augmentation du réchauffement climatique. Ils comprennent une augmentation de la fréquence et de l'intensité des chaleurs extrêmes, des vagues de chaleur marines, des précipitations extrêmes et, dans certaines régions, des sécheresses agricoles et écologiques, une augmentation de la proportion de cyclones tropicaux intenses et une réduction de la banquise arctique, de la couverture neigeuse et du pergélisol. À chaque degré de réchauffement climatique supplémentaire, on voit que les changements s'accentuent au niveau de la température moyenne régionale, avec des simulations et observations très proches, mais aussi au niveau des précipitations et de l'humidité du sol. Un autre point important est que les changements projetés dans les extrêmes sont plus fréquents et plus intenses à chaque nouvelle augmentation du réchauffement climatique, que ce soit au niveau des chaleurs extrêmes, des précipitations extrêmes ou bien des sécheresses extrêmes. En parallèle, il est projeté que la poursuite du réchauffement planétaire intensifiera davantage le cycle global de l'eau, notamment sa variabilité, les précipitations de la mousson globale et la sévérité des épisodes humides et secs. Il est précisé au sein du rapport quel sera le pourcentage d'augmentation des précipitations selon chaque scénario. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Notons également que pour les scénarios au sein desquels les émissions de CO2 augmentent, il est projeté que les puits de carbone océaniques et terrestres seront moins efficaces pour ralentir l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Ils en absorberont en fait de plus en plus en quantité, mais de moins en moins en proportion. Cela promet donc une augmentation exponentielle du CO2 émis restant dans l'atmosphère. Un dernier constat pour cette partie est que de nombreux changements qui ont déjà eu lieu et d'autres à venir, dus aux émissions de gaz à effet de serre, sont irréversibles à l'échelle de siècles, voire de millénaires, en particulier les changements concernant l'océan, les calottes glaciaires et le niveau de la mer à l'échelle du globe. Les changements de température de l'océan mondial, l'acidification de l'océan profond et la désoxygénation de celui-ci sont irréversibles à l'échelle de siècles à des millénaires. Les glaciers de montagne et les glaciers polaires vont inexorablement continuer à fondre pendant des décennies ou des siècles. Selon la quantité de gaz à effet de serre qui vont être émis, des points de bascule pourraient être atteints, c'est-à-dire des seuils au-delà desquels la perte de la calotte glaciaire serait fortement augmentée et durerait des siècles. D'ailleurs, une équipe de scientifiques a estimé l'été dernier que l'Arctique pourrait se retrouver sans glace en été dès les années 2030, soit plus d'une décennie plus tôt que les estimations faites par le GIEC juste quelques années auparavant. Enfin, l'élévation du niveau de la mer se poursuivra elle aussi quel que soit le scénario, et ce pendant des siècles à des millénaires du fait de la poursuite du réchauffement de l'océan profond et de la fonte des calottes glaciaires, et il restera élevé pendant des milliers d'années. Là encore, le degré de réchauffement joue. Au cours des 2000 prochaines années, le niveau moyen de la mer à l'échelle globale s'élèvera d'environ 2 à 3 mètres si le réchauffement est limité à 1,5 degré, de 2 à 6 mètres s'il est limité à 2 degrés, et de 19 à 22 mètres pour un réchauffement de 5 degrés. Et il continuera d'ailleurs à augmenter au cours des millénaires suivants dans ces circonstances-là. Voilà pour la seconde partie de ce premier rapport. Là encore, je ne pousse pas plus parce qu'il y a beaucoup d'infos à assimiler. Si besoin, n'oubliez pas qu'il y a des liens en description pour approfondir ou pour mieux comprendre. Quoi qu'il en soit, on termine ce premier rapport dans la prochaine vidéo, et en attendant, on va se balader dans le Taillefer.
Et aujourd'hui on commence comme hier par à peu près 2 km de plat pour sortir de Vif. Après on a une petite bosse de 100 D+, 100 D+, 100 D-, de nouveau un peu de plat. Et ensuite on arrivera sur un premier KV à Saint-Georges-de-Comins. Premier kilomètre c'était gratuit et là on va faire notre petite bosse de 200 D+. Allez, voilà pour le réveil musculaire. Petite ascension de 150 D+, histoire de s'échauffer avant la suite. Alors qu'on longe un chemin de fer là. Il y a déjà une descente très détespette là, de 3,5 km. Et on voit en face le Vercors où on était hier. Un début de course bien goudronné, je pense que c'est dû aux travaux, il y a eu des changements un peu comme je vous disais. On va pas tarder à arriver dans le vrai du massif en face. Et là je crois qu'on passe au-dessus du Drac. Pour ceux qui suivent les vidéos, le Drac qu'on voit au trail des passerelles de Monténard, hein. Il y a une passerelle au-dessus du Drac. Le Drac part du Champsaur où il prend sa source. Il arrive dans le lac de Monténard. Puis après il continue sa course jusqu'ici, puis jusqu'à Grenoble où il se jette dans l'Isère. Et quand on parle du Loup, trail des passerelles, petit train de la Mure. On est vraiment pas loin là. Et là nous voici au village de Saint-Georges-de-Comiers. Bon, le début est très roulant. 7 km, à peine 300 D+. On n'est pas encore dans la grosse pente là. Vous l'aurez compris, ça y est, on est dans la grosse montée. La première. Dans les montées ça va, mais je sens que les cuisses en descente c'est compliqué. Je pense que la longue descente d'hier a fait du mal. C'est compliqué d'aller mollo en descente en plus. Quand t'as la pente qui t'entraîne, ça fait forcer encore plus ses cuisses. Je redoute la dernière descente d'aujourd'hui. On se prendra à 1600 D- en quelques kilomètres. Bon après c'est fini, mais ça va être très long et très dur.
Pas de mauvaise blague. Et je crois que là, ce qu'on longe, c'est la cascade de Touvia. Km 3, je viens de passer les 1000 D+. Je suis pas bien sur ce début de course. Je suis nauséeux, beaucoup de mal à manger, très fatigué, chaud, soif, rien à voir avec hier. Je compte sur le premier ravito pour essayer de me requinquer un peu, en me rafraîchissant et en buvant beaucoup. On est bientôt en haut de la première bosse. Là j'y vais doucement parce que sinon ça tiendra pas. Et là on a dû passer le col de Châles et on redescend sur le premier ravito dans 2-3 km au niveau de l'Afray. Bonjour. Allez, premier ravito, l'Afray. Merci. Allez, je repars du premier ravito. J'ai pris mon temps. J'ai surtout beaucoup bu Saint-Yor, eau et coca. Allez, bonne continuation. Merci. Pour me remettre parce que j'étais dans le dur quand même. Pour essayer de retrouver de l'énergie aussi, le coca. J'ai encore fait le coup des éponges sur la tête, etc. pour me rafraîchir. Et là, ce qu'on voit, ça doit être le lac de l'Afray. Enfin, le grand lac de l'Afray, qui est l'un des 4 lacs de l'Afray. C'est le plus grand et le plus connu, celui-ci. Et en fait, il date de la dernière période de glaciation, le Wurmien. Wurm, à la fin du Pléistocène, juste avant l'Holocène. Il a été formé entre le Wurm 2, Wurm inférieur, et Wurm 3, Wurm moyen. Donc ça date d'il y a à peu près 50 000 ans. Et ici il y avait un glacier, le glacier de la Romanche, qui est un glacier qui a été ici dans les Alpes pendant plusieurs périodes de glaciation. Et quand il s'est en allé, il a laissé ces lacs, dont ce grand lac de l'Afray. Il faut croire que aujourd'hui il fait beaucoup moins froid autour de ce lac, puisqu'il y a une plage naturiste. Plus au sud d'ici se trouve le lac de Montélimar. Ouais. Allez les gars, c'est super ça, allez. Merci. Et là on va se reprendre 700 D+ sur les 6 prochains kilomètres, jusqu'à 23,5 environ. Donc ça devrait être assez... Enfin une montée mais pas trop raide quoi. 700 D+ sur 6 km. Ça va être alternance marche-course. Le ravito m'a un peu fait du bien, je crois.
autres lacs en dessous. Je sais pas lesquels c'était. En tout cas, j'ai raté le lac Mort qu'on devait croiser, qui était avec le lac de Pétichet et le lac Pierre-Châtel, enfin qui appartenait aux 4 lacs de la Fred dont je parlais juste avant. Mais ouais, je l'ai raté. Bon, pour l'instant, niveau technicité, ça n'a rien à voir avec hier et avec ce qui nous attend demain. C'est plus long mais moins difficile pour l'instant. Enfin, moins difficile le terrain. Moi j'en chie 5 fois plus qu'hier. Une chance qu'on a aujourd'hui, c'est que bon, déjà on commence à être en altitude, il fait un peu plus frais qu'en bas. Ils annonçaient 38 degrés. Au dernier moment, les nuages se sont ramenés. Donc il fait très chaud, hein, on sue beaucoup. Mais c'est moins pire que si on était en plein soleil. C'est dur hein, aujourd'hui. J'attends les ravitaux pour boire des litres de coca. Là je pense qu'il y a ça. Je m'endors un peu là en montée. La nuit a été vraiment très très mauvaise. Mais cette montée là est vraiment pas difficile. En soi elle est un petit peu parce que du coup on doit alterner entre trottiner et marcher, mais elle est pas du tout pentue. Quelques petites portions un peu plus raides, mais je pense que ce sera une autre paire de manches de kilomètres vertical qu'il y aura à partir du kilomètre 28 pour aller au point culminant de la course. On commence à avoir des vues. On n'a pas eu beaucoup pour l'instant aujourd'hui. On voit Beldon et Grenoble en fond. Donc là normalement on passait au drive de Chaparrière avec vue sur le Grand Cerf de 1141 mètres d'altitude, mais je vous avoue que je suis un peu paumé vu que je connais pas du tout ce massif. J'ai pas vraiment vu. Un drive c'est un chemin fait pour les troupeaux, donc normalement dans une sorte de plaine d'altitude quoi, et j'en ai pas vu. Allez, ça redescend un peu là, ça fait à la fois du bien de courir et à la fois c'est dur pour les cuisseaux. Et aujourd'hui je vous avais pas dit, j'ai pris les Salomon de Genesis donc, et j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux en descente, ça tape pas au fond. Petit pierrier, enfin, c'est pas vraiment un pierrier, c'est plutôt il y a eu un éboulement ici, depuis là-haut. Et encore. Normalement on a fait la moitié du D+, là. Pas loin de la moitié de course. Vue derrière sur une énorme montagne. Sur le côté aussi. Je pense que c'est ça le Grand Cerf. C'est impressionnant là. On a l'impression que le truc fait 4 km de haut. Là, regardez en face au fond, on voit Beldon et ses bouts de neige. Là, il y a d'ici 4 km un ravito de La Morte. Voilà, entre le lac Mort, La Morte, c'est joyeux ce passage. Et ça déroule globalement jusqu'au ravito, avant le fameux cavé. Sur ma gauche, je crois que c'est là le village de La Morte. Avec en face, je pense, je suis pas certain, les montagnes dans lesquelles on va ensuite. Là on doit être sur le domaine de l'Alpe du Grand Cerf, on voit les télécabines, enfin les fils en tout cas. Et la station est d'ici 1 km ou 2. Ouais, ces chemins là en hiver c'est des pistes de ski hein.
le Grand Pré ouvert. Ouais, ça manque de neige un peu. Ah, j'entends un speaker en bas. Oh, c'est magnifique en face. Hein. Un petit tour de champ gratuit en arrivant à la station. Merci. Merci. Moi, je savais pas, mais c'est l'arrivée de la deuxième étape du 80 Challenge ici. Enfin, du deuxième 20 km quoi. Du 20 à y faire. Merci. 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 Allez, deuxième ravito. Bonjour. Ouais. Allez, 28,3. Là, je viens de repartir du ravitaillement. Et on est parti pour un KV. Et une fois qu'on sera là-haut, il restera 500-600 D+. Et surtout, 2000 D- au total. Si je me réfère au profil, ce KV, il commence doucement, des pentes pas trop raides là comme maintenant, et il devient de plus en plus raide au fur et à mesure qu'on avance dans la montée, jusqu'à 32,5-33 km, moment où l'on atteindra le pas de la vache. 29 km 7, j'ai fait 170 D+ de ce qu'il y avait, et c'est incroyable. J'avais des très mauvaises sensations hein, depuis le début, aujourd'hui, et ça y est, depuis 1 km, je commence à me sentir bien, à me sentir costaud. Ça n'a aucun sens. Le ventre me gêne un peu, mais c'est le seul truc quoi. Ma fatigue ça va beaucoup mieux. Mon envie de vomir aussi. Ouais, ma fatigue générale en fait. C'est vraiment étonnant. Et là en montée je suis très costaud quoi. Par rapport à ceux qui courent autour de moi. Ça c'est des bâtons, des vrais ça. Eh ben, c'est haut en face. Hein. Faut que je vérifie, mais je crois que le sommet qu'on va atteindre là, c'est le plus haut de la course, le pas de la vache, depuis que le col de Fredane a sauté sur Beldan. Prends la route,
Allez, on arrive en haut de cette immense montée qui était raide, un peu exposée honnêtement. J'en ai chié sur la fin là, mais on voit le sommet. Ouais, on y est. Donc le pas de la vache. Ouais, j'ai pas assez profité de la vue moi en montant. C'est magnifique. Arrête du Broufier. 2383 mètres. Donc on est sur cette arête là. Il y a un lac en contrebas. Voilà, clairement c'est le terrain où je suis mauvais. Ce lac qu'on voit en bas et vers lequel on va redescendre, je crois que c'est le lac de Broufier, de son petit nom. Bon, heureusement que j'avais repris du poil de la bête en bas parce qu'elle était vraiment dure cette montée. Là la descente l'est aussi. Bon, là on est dans un coin qui fait beaucoup plus Alpes d'altitude, hein. Ça ressemble un peu à Beldon d'ailleurs, et c'est plus dur d'avancer évidemment. Allez, on redescend encore un peu jusqu'au lac, puis après on remonte là-bas en face. Allez, je vous ai mis en caméra embarquée parce que je peux pas trop vous tenir là dans cette descente. J'ai besoin des bâtons pour me freiner ou de mes mains pour me tenir au rocher. Vas-y, je te laisse passer. Merci. Excuse-moi, je te laisse pas passer au bon endroit, mais... Non. Les descentes, on voit la différence entre les challenges et les 50. Oh, tu sais, moi, dans tous les cas, je suis pas un bouquetin. Hein. Les descentes techniques, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors, tu dois être content que ce soit encore raccourci demain parce que le haut de la descente qui est annulé. Ouais, je connais Fredan, ouais. Allez, on arrive au niveau du lac. Et on a des toutes petites gouttes qui nous tombent dessus. Vraiment minus. Là, on vient de descendre de l'arête qui est là-haut. Bon, on voit les gars qui courent dessus d'ailleurs. Là, cette partie est... Je disais au début que c'était pas technique. Cette partie est beaucoup plus exigeante. Ouais, c'est Beldon avant l'heure ici. Kilomètre 37, on sort d'une descente très difficile. Il y avait 700 des moins depuis le pas de la vache jusqu'au ravito qui doit être d'ici 1 km.
Là j'en ai vraiment chié. Elle va être affreuse la dernière descente. Et ce tout petit lac à ma droite. Encore un petit lac à droite. Le ravito se fait attendre. Merci. Merci. Arrivé au dernier ravito. Merci. Bonjour. Bienvenue au meilleur ravitaillement du monde. Bonjour Maxime. Merci. Et encore un lac à droite. Je suis désolé, là j'ai plus les noms. J'aurais perdu le dernier ravito. Là il me reste 13 km on va dire. 400-500 des plus de montée et une descente de 1600 des moins. Le ventre me gêne vraiment, surtout en descente, même si c'est moins pire qu'au début. Mais c'est chiant. Alors, on est à un endroit qui s'appelle Les Buvettes, un mini village d'altitude, avec une superbe vue. Hey, je vous ai attendu au pas de la vache, hein. Je vous y ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Incroyable. Merci. Je crois qu'ils veulent pas nous photographier. Ils ont tous l'appareil photo à la main. On doit être trop laid. Encore une fois, je sais plus trop, mais c'est peut-être le lac de l'Envious. Parce que je crois qu'on approche du pas de l'Envious. Envious ou Envious. Bon, et là, je pense qu'on est entré en Oisans. L'Oisans, je pensais que c'était un massif à la base. Mais en me renseignant, j'ai cru comprendre que c'était plutôt une région naturelle française qui s'étendait sur plusieurs bouts de massif.
un bout des écrins, du taillefer, Grande Rousse et Beldon. Et Riou Pérou, l'arrivée est en Noisan. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, mais je suis cuit. La descente va être horrible. On va faire 2 petits passages avec des mains courantes. Encore une fois, c'est très bien organisé. Les panneaux pour nous indiquer les zones un peu plus dangereuses. Pour l'instant, je suis impressionné par leur gain. C'est vraiment très fort. Ça, c'est la dernière remontée. Allez, ça va bientôt basculer. Ça y est, on y est au pas de l'Enviou. 2072 mètres. Maintenant ça bascule. D'ici quelques hectomètres. Je me suis pris pour l'orange à la berle, moi. Hectomètres. Ça se couvre, hein. Il est même pas 16 h là. On dirait qu'il est tard dans la soirée. Quand on est dans la descente, on va faire un petit passage technique là juste au-dessus de ma tête. Il y a un bénévole qui nous a dit qu'il y aurait un dernier ravito d'eau d'ici 1 km. J'ai ce qu'il faut, mais ça fait toujours plaisir de se dire qu'il y aura 1 minute de pause pour boire un coup. Comme vous voyez, je garde les bâtons en descente. Quand c'est technique comme ça m'aide bien à me freiner. Technique et pentue. Allez, et le dernier point d'eau. Normalement, il reste 6 km à peu près. Allez, le bénévole a dit 5 km 5 jusqu'à l'arrivée et 1003 de D-. Je pense que c'est un peu plus en D-, mais bon, on verra. Dans tous les cas, ça fait un pourcentage affreux pour mes cuisses. Bon, j'ai dû faire peut-être un quart de descente, peut-être un peu plus. Ça va. Il en reste beaucoup, mais ça va. Je m'attendais à pire. En fait, le fait de s'attendre à tellement horrible, je pense que du coup, derrière, t'es facilement soulagé. L'arrivée du tour, c'est ça que tu regardais, non? Moi? Ouais. Ah non, c'est une GoPro. Je viens de passer un panneau, on vient de passer les 1000 mètres d'altitude. Donc, il doit rester à peu près 500 D-. C'est long, hein. Quand même. Même si ça va. Mieux que ce que je pensais. Je passe aussi à ta gauche si ça te dérange pas. Merci.
Celle des plus dont tu parlais. Allez, on est presque sur la fin de la descente. Je me suis fait doubler par deux filles qui descendaient à une vitesse. C'est les meilleures descendeuses meilleurs descendeurs que j'ai vu aujourd'hui. Je me suis dit allez, j'essaie de les suivre. Du coup j'ai fait un kilomètre et demi bien rapide pour finir, sans trop muser. Qu'est-ce qu'elles étaient fortes. Merci. C'est fini là, le chrono est arrêté. La course elle est arrêtée là. C'est vrai? Oui, il y a le tapis et tout. D'accord, ok. Tu vas tranquille jusqu'à là. Merci. Bon, vous avez dû entendre comme moi, hein. Ils arrêtaient la course ici, sur la route en arrivant. Et après, on a quelques centaines de mètres à marcher jusqu'à l'arrivée. Regardez l'immensité de Beldon en face. C'est incroyable. Débrief de ce deuxième jour sur cette UT4M 180 Challenge. On va faire point négatif, point positif. Point négatif, beaucoup de nausées dès le réveil ce matin, avant même de prendre le départ de la course. Vomi mon café avant d'aller prendre le bus. À chaque fois que je dis vomi, je vomis pas vraiment, hein, c'est un relent et il y a 3 trucs qui sortent et puis voilà. Mais c'est surtout des grosses nausées. Pas bien du tout dans le bus, pas bien du tout pendant l'heure et quart sur place avant de prendre le départ. J'ai essayé de redormir un peu mais pas réussi. Donc très mauvaise nuit qui a joué là-dessus je pense. Du coup je me sens pas bien, nausées toujours et maux de ventre jusqu'au deuxième ravito, donc jusqu'au 28e, ça me gêne vraiment pas mal. Sur le début de course qui est bien roulant, je pense que je perds pas mal de temps. Après ça va mieux, mais après on attaque la partie la plus difficile de la course. Donc à la fois heureusement que ça allait mieux, et en même temps le mieux je l'ai pas ressenti longtemps, vu que c'était très dur, beaucoup plus technique, etc. ensuite. Évidemment beaucoup de mal à m'alimenter pendant le parcours hein, avec tout ça. Même si maintenant que je commence à avoir l'habitude, je sais comment gérer ça. Voilà, en alternant avec juste des petites gorgées de compote et coca, boisson d'effort, qui passe un petit peu mieux que la bouffe quand j'ai des nausées. Mais bon, ça fait un paramètre de plus à gérer qui est vraiment pas agréable, quoi. C'est vraiment pas simple de courir en ayant mal au ventre et en ayant des nausées. T'as l'impression de pas être concentré sur la course, mais sur ton corps pour essayer de faire en sorte juste qu'il soit normal, quoi. Bon, voilà pour les points négatifs. Pour les points positifs, malgré tout ça, je pense que je limite la casse. Toujours costaud en montée, malgré tout. Une descente de la fin qui me faisait un peu peur, que j'ai bien géré aussi. Les jambes vont bien. C'est assez fou d'ailleurs de ce côté-là, parce que là, en cumulé, je suis à 90 km et 6300 D+, au moins. Et le corps, en fait, le fait de savoir que ça continue demain et après-demain, on voit qu'il est prêt. Je suis pas n'importe quel trail où je cours pas le lendemain et où j'ai fait cette distance, je suis un peu cassé à l'arrivée, quoi. Là c'est pas le cas. Je trouve ça assez fou comme le mental, le fait de savoir joue sur les sensations au niveau musculaire, tendineuse, etc. Mais les jambes ça va. Autre point plutôt positif, les chaussures. C'est pas celle-ci, je suis con, j'ai changé de chaussures. Donc les chaussures, les Salomon Genesis dont je suis bien satisfait. Je pense que ce sera celles-ci qui m'accompagneront sur la TDS. Ça s'est mieux passé qu'avec les Mafat hier dans les descentes. Je sais pas encore avec quoi je partirai demain en Beldon, je vais voir. Maintenant il faut que j'essaye vraiment de réussir à bien dormir ce soir, mais pourtant je fais tout pour, hein, mais le corps quand il a fait du sport comme ça ou autre, moi il a beaucoup de mal à dormir. Surtout quand ça a été une grosse journée avec beaucoup d'hormones produites par le corps. Mais je suis claqué, hein, je le sens. Faut bien que je mange aussi. Évidemment, c'était magnifique, hein. Je l'ai déjà dit pendant la course, mais on a eu de la chance. Il a fait moins chaud que prévu. On a eu
des nuages, notamment au moment du kilomètre vertical, parce que ça aurait été en plein cagnard sinon. Et puis voilà, je vous dis à demain, enfin à la prochaine vidéo pour vous, pour le jour 3 de cet UT4M Challenge.